pour vous dire à quel point nous sommes horrifiés du projet de loi 89, Monsieur le Président. Nous sommes horrifiés de cette tentative du gouvernement de contourner la jurisprudence, contourner la loi sur les services essentiels qui existe déjà. Tentative du gouvernement d'imposer par la force législative la fin des grèves, par la force législative la fin des négociations, et ce, en contravention complète avec tous les principes qui ont construit le droit du travail dans les dernières décennies, en particulier dans les dernières années. J'aimerais ça être ici, au Salon Rouge, dans cette enceinte importante de notre démocratie québécoise, pour saluer une avancée en droit du travail. On l'a fait en plus avec ce ministre-là à quelques reprises. Je lui disais lors d'une question posée à la période des questions il y a quelques jours, il y en a des belles réformes, le ministre, dans sa besace. Le droit du travail limité aux enfants à 14 ans, le projet de loi sur le harcèlement psychologique au travail. Il y a des belles choses dont il peut être fier. Je n'ai pas voté pour tous ces projets de loi, bien sûr, mais il y a quand même des réformes importantes qu'il a fait, le ministre, et il peut en être fier. Mais celle-là, le projet de loi 89, s'il est adopté tel quel, passera certainement à l'histoire, Monsieur le Président, comme le pire recul en droit du travail des 20 dernières années. Le pire recul en droit du travail des 20 années. Et ce n'est pas juste moi qui le dis. J'ai posé la question aux différentes personnes qui sont venues en audience il y a quelques semaines déjà. Je leur disais, est-ce que dans votre top 3 là, des pires reculs en droit du travail, est-ce que le projet de loi 89 s'en fait partie? Ils m'ont tous dit oui. C'est le pire, ou peut-être ex aequo avec la réforme du Code du travail sous Jean Charest en 2003, mais certainement le pire. Savez-vous quoi, Monsieur le Président? Savez-vous pourquoi? Parce que le droit de grève, c'est sacré. Le droit de grève, ça découle de quoi? Ça découle de quelque chose qui s'appelle le droit d'association. J'ai fait des études en histoire à l'Université du Québec à Montréal. J'ai étudié les mouvements sociaux. J'ai étudié en particulier le mouvement syndical. Savez-vous qu'à l'origine, au 19e siècle, le mouvement syndical était un mouvement criminel? C'était des criminels. Dans le Code criminel du Canada, on ne pouvait pas former une association de défense de droits de travailleurs. Je dis travailleurs, évidemment, ça a été un peu plus long pour les travailleuses. On y est arrivé à un moment donné. Mais c'était criminel. Pourquoi? Parce que c'était contraire à l'intérêt de on peut dire, la classe possédante de l'époque, mais surtout au droit de propriété. Vous possédez une usine, là, des gens ils veulent se syndiquer pour venir vous dire comment gérer votre propriété privée. Ça a été long pour qu'on finisse par convaincre les élus de l'époque, la classe politique de l'époque, de décriminaliser les syndicats. Savez-vous comment ils ont réussi à faire ça, Monsieur le Président? Je vous le donne dans le mille, des grèves. Bien sûr, il y a eu des propositions politiques, il y a eu des propositions de réforme, des candidats ouvriers dans les élections, etc. Mais au final, qu'est-ce qui a fait que ça a changé dans la législation? Des grèves. Est-ce que c'était des grèves sympathiques, colorées, ou est-ce qu'on faisait des barbecues? Pas vraiment, pas tout le temps en tout cas. Il y a des actions syndicales parfois qui sont plus festives, puis sont bien agréables, j'en ai organisé moi-même plusieurs. Mais parfois, quand ça coince, quand ça grince dans les négociations, bien, il faut qu'il se passe un arrêt de travail. Et c'est quoi, dans le fond, un arrêt de travail, Monsieur le Président? C'est le refus de continuer à faire sa prestation de travail. Ça aussi, il a fallu se battre pour l'obtenir, ce droit-là. Ça a été long, mais on a fini par l'enchasser dans le Code du travail. Surtout dans l'après-guerre, je vous dirais. Au Québec, en particulier, la dernière grosse réforme date des années 70. Ça a été long. Pourquoi? Parce que ça dérange l'ordre établi. Parce qu'on veut faire progresser la société. J'ai toujours dit, moi, que le syndicalisme servait essentiellement à deux choses. La première, défendre ses conditions de travail. La classe moyenne, là, elle n'est pas descendue du ciel par un acte magique. Là. Elle s'est construite parce que des gens se sont battus pour leurs conditions de travail, puis pour pouvoir partager les fruits de la création de richesse qui se fait dans les différents lieux de travail. Autrement, l'essentiel du fruit était retenu par le propriétaire, par le patron. Donc, il a fallu se battre pour pouvoir mieux partager ce fruit-là. C'est une bataille constante. Hein? Il ne s'est jamais réglé une fois, puis après ça, on n'en reparle plus. C'est permanent, cette bataille-là, puis c'est correct. L'autre fonction du syndicalisme, c'est d'évoluer dans la société, d'avoir une vision de société, de proposer des choses à la société. Encore une fois, je donne l'exemple du RQAP, pas tombé du ciel, ça aussi. Ça a été réclamé, le régime québécois d'assurance parentale, par des décennies de lutte.
Une bataille qu'on oublie souvent, mais qu'on enseigne dans les cours d'histoire auxquels j'ai participé, c'est la municipalisation des eaux. On ouvre le robinet, l'eau que je vais boire à l'instant, ça vient de quoi? Ça vient des eaux publiques de la Ville de Québec. Hein? Ça, là, il n'y a pas si longtemps, au début du 20e siècle, c'était encore privé, ça. C'était des compagnies privées qui possédaient les aqueducs, qui possédaient le déploiement de l'eau potable avec des qualités variantes, on va dire comme ça. Mais il a fallu avoir des batailles menées en partie par les syndicats, pas nécessairement les syndicats qui travaillaient là-dedans, par des travailleurs qui constituaient la nation, la classe sociale la plus populeuse de la nation québécoise, puis qui disaient, nous, on pense que ça ne devrait pas être dans les mains d'un privé, ça doit être dans les mains du public. Ça devrait être nationalisé, mais au niveau municipal, donc municipalisé. Bien, ça a été une bataille, ça a été des propositions politiques. C'est qui a mené ces batailles-là? Bien, c'est le mouvement syndical, à travers notamment des revendications, mais à travers des grèves. Pour pouvoir faire la grève, M. le Président, il faut évidemment des forces politiques, des forces sociales, il faut aller de l'avant, mais il faut aussi une forme d'encadrement. C'est pour ça qu'avec le temps, c'est créé un droit de la grève. Au Québec, au Canada, en Amérique du Nord, on a décidé de l'enchasser dans des codes du travail, puis on a décidé de le limiter à des périodes précises. C'est pas comme ça partout, hein? Pendant les audiences, souvent, on avait des groupes qui venaient nous dire « Oui, mais là, vous devriez faire comme en France ou en Allemagne ou en Europe. » Mais c'est drôle parce qu'ils ne prenaient pas le modèle au complet. Ils prenaient juste le petit bout qui les intéressait. Parce que vous savez que, par exemple, en France, il n'y a pas de limitation au droit de grève. Vous pouvez la faire à n'importe quand. En plein milieu d'une convention collective, vous pouvez déclarer la grève. Vous pouvez même déclarer la grève pour quelque chose qui ne touche même pas vos conditions de travail. On appelle ça une grève de solidarité. Pas possible au Québec, ça. Au Québec, dans la démocratie occidentale, c'est déjà un des endroits qui est le plus limité, le droit de grève, parce qu'il est permis que pendant les périodes de négociation. Quand on signe une convention collective, que ce soit 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, c'est terminé, le droit de grève est suspendu. C'est la même chose pour le droit de lockout, évidemment. Mais suspension du droit de grève, c'est pas comme ça en France ou en Allemagne ou ailleurs. Donc, c'était quand même rigolo de se faire dire par certains groupes, oui, vous devriez regarder la France qui limite telle chose. Ah bon, peut-être que vous seriez moins intéressé si on prenait le portrait complet. Mais le droit de grève plus récent, je dirais, de quoi il découle? Il découle des batailles, bien sûr, mais il découle, entre autres, de batailles judiciaires. Il y a eu 2 arrêts de la Cour suprême très importants qui ont façonné le droit de grève au Canada et, par définition, au Québec. Le premier, c'est ce qu'on appelle, dans le jargon, l'arrêt Saskatchewan. Ça commence à dater un peu, c'est en décembre 2007. Un nouveau gouvernement élu en Saskatchewan dépose des projets de loi, notamment le Public Service Essential Services Act, Service Essential Services, donc c'est quand même rigolo, on parle à peu près du même sujet ici, qui vise à limiter grandement l'exercice du droit de grève des salariés du secteur public. Il interdit unilatéralement aux salariés qui assurent des services essentiels de prendre part à une grève. Les salariés doivent continuer d'exercer leurs fonctions conformément aux conditions établies par la Convention collective la plus récente. Aucun mécanisme véritable n'est prévu pour dénouer l'impasse des négociations collectives. Donc, on y va dur, un gouvernement qui dit la grève, là, on limite ça dans l'intérêt public, etc., etc. Quelque chose qui est assez proche du discours qui nous est servi par nos partenaires d'en face. C'est contesté, évidemment. Aussitôt déposé et adopté, aussitôt contesté, comme le sera certainement le projet de loi 89 du gouvernement. Ça a pris un certain nombre d'années pour monter jusqu'à la Cour suprême. La partie syndicale qui le contestait a plaidé un document important qui s'appelle la Charte des droits et libertés. Dans ce cas-là, vu que c'était dans le reste du Canada, c'était en Saskatchewan, c'est la Charte canadienne des droits et libertés. C'est 2 documents qui se ressemblent beaucoup, en tout cas, certainement pour la section sur les droits d'association. Ils ont dit, le droit d'association est protégé dans la Charte, c'est constitutionnel, ou en tout cas quasi constitutionnel. De ça découle, du droit d'association découle le droit de grève. Vous êtes en train d'enfreindre nos droits comme citoyens. Et ce projet de loi doit être, cette loi, donc de 2007, doit être suspendue. Et c'est précisément ce qui va arriver. Le juge a suspendu l'effet de la déclaration d'invalidité pendant 1 an. Il a par ailleurs conclu que les changements apportés à la loi étaient inconstitutionnels. Gros jugement dans le droit du travail à l'époque. Je me rappelle, j'étais un conseiller syndical quand ça a tombé. Et ça nous a vraiment surpris, mais dans le bon sens du terme. On sait qu'en ce moment, la Cour suprême des États-Unis penche pas mal à droite avec les nominations du président Trump.
La Cour suprême du Canada, en tout cas dans ce dossier-là, n'a pas penché à droite du tout, mais bien au contraire. Elle a décidé de protéger le droit de grève et a donné un devoir au gouvernement de Saskatchewan de réviser sa loi. Il s'est passé des choses assez similaires en Colombie-Britannique, à peu près dans les mêmes années. Ça s'appelait le BC Health Services. Donc, un gros jugement de la Cour suprême, encore une fois, parce qu'encore une fois, le gouvernement là-bas voulait restreindre le droit de grève avec à peu près les mêmes arguments, puis à peu près la même manière. Et encore une fois, la Cour suprême, dans un arrêt fondamental, a dit non. Il faut au contraire, respecter le droit de grève et non le limiter. Alors, c'est fort de ces engagements-là de la Cour suprême que, notamment ici au Québec, pas longtemps après l'arrivée au pouvoir du gouvernement, pas longtemps après mon arrivée et celle du ministre du Travail d'ailleurs, en 2018, on a dû pondre une adaptation à la loi sur les services essentiels en réponse à différents jugements du Québec qui s'inscrivaient dans le nouveau courant jurisprudentiel de l'arrêt Saskatchewan. Donc, le renforcement du droit de grève. Et c'est parce que dans la loi des services publics, qui était écrite par différents gouvernements du passé, précisait qu'il y avait un nombre d'heures et un nombre de pourcentage de tâches qui devaient être effectuées par certains groupes de salariés. Et c'était très arbitraire, c'était pas malléable, c'était carré, et ça a été contesté en disant que ça ne respecte pas le droit d'association, le droit de grève. Ils ont gagné, le gouvernement a été obligé de rédiger une nouvelle loi en 2019. C'est là qu'on a révisé les critères. C'est là qu'à place d'y aller par pourcentage de tâches par groupe, on est allé à travers un concept qui est celui de la santé et de la sécurité des personnes. Alors, on a renversé la logique et on s'est dit, au Québec, pour juger qu'est-ce que devrait constituer un service essentiel ou pas, on va y aller avec le critère de la santé et la sécurité des personnes, la sécurité physique des personnes. Peut-être que ce n'est pas un critère parfait, à la limite, moi je suis prêt à en rediscuter. Cela étant dit, il ne nous a pas mal servi dans les dernières années. On arrive donc au projet de loi 89, où le gouvernement décide d'ouvrir une véritable boîte de Pandore. Il sait qu'il ne peut pas aller rejouer dans la loi des services essentiels. Elle est protégée par la jurisprudence solide de l'arrêt Saskatchewan BC Health Services. Il le sait très bien, le ministre, le gouvernement le sait très bien. Qu'est-ce qu'il fait? Bien, il essaye une espèce de petit chemin de contournement, un peu bizarre. Il dit, je vais faire là, les trucs de bien-être de la population, machin. C'est de la bouillie pour les chats, ça, M. le Président. C'est une façon détournée d'aller jouer dans les services essentiels, alors qu'il ne sait qu'il ne peut pas le faire. D'ailleurs, de manière très rigolote, la plupart des groupes patronaux qui venaient en audience soutenir véhément le projet de loi utilisaient le vocable de service essentiel, alors que le ministre, lui, fait très attention de ne pas utiliser ça parce qu'il sait très bien que s'il utilise systématiquement service essentiel, il se tire dans le pied dans l'éventuelle contestation de son projet de loi, parce qu'il va être en train de confirmer qu'il a voulu contourner quelque chose qu'il savait qu'il n'avait pas le droit de contourner. Mais c'était très drôle de voir tous ses alliés du milieu patronal venir défaire un peu sa prudence et sa stratégie et confirmer que dans les faits, ce qu'il fait, c'est jouer avec les services essentiels. Pourquoi il le fait, par contre? Il le fait parce que lui, il considère que ce n'est pas un droit essentiel, la grève. Il dit se soucier des gens vulnérables. On ne fera pas de procès d'intention ici, M. le Président. La question n'est pas là. Je pense que le ministre est bien intentionné, le gouvernement est bien intentionné. Par contre, ça serait le fun que ça soit bien intentionné partout. Dans un des échanges qu'on a eus en audience, là, où on parlait notamment de l'arrêt du RTC, ici, le réseau de transport de la capitale, qui a eu lieu pendant quelques jours, il s'est mis, le plus sérieusement du monde, le ministre du Travail, à nous expliquer à quel point c'était dommage pour les gens au salaire minimum qui sont obligés de prendre l'autobus. Savez-vous ce qui est dommage pour les gens au salaire minimum, M. le Président? C'est d'avoir un mauvais salaire minimum. C'est ça qui est dommage pour les gens qui sont au salaire minimum. Fait que moi, un ministre du Travail qui me dit il faut penser aux gens qui sont au salaire minimum, puis que là, si l'arrêt d'autobus s'arrête, bien, commencez donc par leur donner un bon salaire minimum, on jasera du reste après. Autrement, le niveau de crédibilité, à mon avis, est assez bas, M. le Président. Après ça, il nous parle beaucoup des enfants avec besoins particuliers dans le réseau scolaire. Mon collègue le disait tantôt, moi je suis convaincu que c'est une forme de vengeance contre le secteur public, cette loi-là, et une vengeance préventive contre la grève de CPE qui est en cours aujourd'hui, qui d'ailleurs se prolonge jusqu'à mardi prochain, on l'a appris ce matin. Le gouvernement n'est pas capable de négocier comme du monde pour des gens qui étaient supposément nos anges gardiens pendant la pandémie. C'est ce que le premier ministre leur disait à toutes les maudites journées qu'on écoutait. C'était quoi? C'était à 14 h qu'on écoutait le premier ministre nous raconter sa conférence de presse quotidienne. Les anges gardiens,
Ils ont quand même dû faire la grève en 2021 pour obtenir un minimum. Ils sont encore obligés de faire la grève. C'est quand même particulier. Bien, ce projet de loi-là, M. le Président, c'est quoi son objectif? C'est de pouvoir casser des grèves. Non seulement il la casse de facto, la grève, à partir du moment qu'il n'est pas content de quelque chose qui perturbe, mais en plus, il installe une épée de Damoclès en haut de la tête des travailleurs et des travailleuses du Québec. À partir de maintenant, et ce, systématiquement dans tous les conflits de travail, il y aura toujours cette question-là qui va être alentour, en haut de la tête des syndicats et des travailleurs et travailleuses. Est-ce que, si ça ne va pas très bien la négo, puis que je suis un peu pogné à aller en grève, est-ce que je vais me la faire casser, ma grève, par une intervention du gouvernement? Est-ce que le député de ma région X ou Y ne va pas aller faire un téléphone le matin du jour 1 du déclenchement de la grève pour dire au ministre « Ouais, là, ça ne rencontre pas les critères de protection environnementale, socio-économique, machin, il faut que tu arrêtes ça. » Chop, chop. Ah ouais, on finit ça la grève, pas le temps de niaiser. Cette épée de Damoclès-là, elle a été dénoncée par à peu près tous les experts en relations industrielles et en droit du travail qui sont passés devant nous en audience. Moi, je pense que c'est ça le nœud. Il veut mettre une pression sur le côté des travailleurs parce qu'il le sait très bien. Il utilise l'argument « mais là, il y a plus de grèves qu'avant ». Bien, je ne sais pas. As-tu vu le coût de la vie en ce moment? As-tu vu les augmentations de salaire qui ne suivent pas l'augmentation du coût de la vie? As-tu vu les taux d'inflation? As-tu vu les taux d'hypothèque? Bien, grosse surprise, il y a plus de conflits de travail. Les gens qui sont venus nous parler, les experts, notamment de l'histoire des relations de travail, il y avait des graphiques très, très clairs. Quand il y a une pénurie de main-d'œuvre et des gros taux d'inflation, plus de conflits de travail. C'est normal. C'est la relation du rapport de force. Les travailleurs et travailleuses, ils sont très conscients du rapport de force. Parfois, il leur est défavorable. Souvent, il leur est défavorable. Parfois, il leur est favorable, comme dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Ben, on ne va toujours même pas leur casser les ailes pour leur dire « Hey, ben, une fois, aux 20 ans, vous avez une année où est-ce que votre rapport de force est un peu plus favorable. Bien là, il ne faudrait surtout pas que vous en abusiez, les amis. Il ne faudrait surtout pas que vous soyez capable d'aller chercher un peu plus du partage de la richesse. Il ne faudrait surtout pas que vous soyez capable de vous sortir un peu la tête de l'eau, payer vos fins de mois, vos hypothèques. Peut-être, avec un peu de chance, vous payez des petites vacances avec la famille. Il ne faudrait surtout pas qu'on leur donne les moyens de maintenir la classe moyenne au Québec, elle qui est en train de se faire effriter d'année en année depuis des décennies. Ben non. Qu'est-ce qu'on fait? On dit, le ministre décide que là, la grève n'est pas une bonne idée, avec des critères, M. le Président, complètement farfelus. La question environnementale, qu'est-ce que ça fait là? J'ai bien hâte en étude détaillée de voir comment le ministre va se dépatouiller de celle-là. Donnez-moi un exemple d'un enjeu environnemental qui légitimerait d'imposer la fin d'une grève. Après ça, l'autre critère, là, les enjeux sociaux et économiques, bien, nommez-moi une affaire au Québec qui n'est pas un enjeu socio ou économique. C'est-tu une catégorie fourre-tout ou c'est pas une catégorie fourre-tout, ça, M. le Président? À peu près n'importe quoi peut réussir à être interprété dans le critère socio-économique. En plus, ce qu'il fait, c'est qu'il balance ça au TAT, le tribunal administratif du travail. Il a l'odieux de dire, moi, là, le ministre, j'agis, je casse la grève, mais je l'envoie au TAT. Ça, là, M. le Président, c'est assez ordinaire d'un point de vue d'un ministre du Travail. Il est supposé avoir une bonne relation avec les juges administratifs au TAT. Là, il leur pitch une des plus grosses patates chaudes de leur histoire du tribunal administratif du travail. Ils vont devoir décider, à partir de aucune jurisprudence, de manière très rapide, parce que la date d'application du PL, M. le Président, c'est pas mal tout de suite, hein? C'est pas dans 6 mois ou dans 1 an, comme le ministre nous l'a habitué en disant « c'est compliqué, c'est du nouveau droit, il faut qu'on ait du temps ». Non, 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 chop, chop, c'est tout de suite. Pourquoi? Parce que la grève des CPE, elle est maintenant. Bien, il pitch ça au TAT, débrouillez-vous, patentez-nous quelque chose, on verra bien ce que ça donne. Alors, en conclusion, M. le Président, c'est un projet de loi liberticide, injuste, profondément inutile parce que le Code du travail est déjà là, fonctionne déjà très bien. Il est très mal argumenté du côté du ministre et j'ai bien hâte d'en aller en études détaillées et d'en débattre avec lui. Merci beaucoup.